Bonjour, nous nous retrouvons pour le quatrième et le dernier épisode de notre émission Culture physique consacrée à la matière, à la structure de la matière, aux particules, avec Ursula Bassler. Vous nous avez expliqué lors de notre dernière discussion en quoi consiste le modèle standard de la physique des particules, les questions qui restent ouvertes et que le LHC, cette énorme machine qui va démarrer au CERN dans les semaines qui viennent, permettra de résoudre. Enfin, c'est ce que vous espérez en tout cas. Mais est-ce que vous avez des doutes sur l'avenir de cette discipline? Parce qu'on voit que ce sont des objets monstrueux, coûteux, que vous avez vous-même comparé à des cathédrales, qui est une métaphore peut-être dangereuse, parce que dans l'histoire de l'Occident, il y a eu une période où on a commencé à construire des cathédrales, et puis il y a une période où on a arrêté d'en construire. Et donc, est-ce que cette hypothèse qu'il s'agirait seulement d'une parenthèse, au cours de laquelle on a exploré la matière avec des moyens très lourds, qui pourrait se refermer, est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble crédible? C'est à voir, hein, c'est à voir, je ne sais pas. Mais pour rester dans l'image des cathédrales, l'architecture ne s'est pas arrêtée avec les cathédrales, heureusement. Et on a continué à construire des choses grandioses et belles. Quand on pense à des salles de concert, des opéras, des tours, la diversité de ce qu'on peut construire est peut-être bien plus grande aujourd'hui que c'était à l'époque des cathédrales. Oui, mais si je peux me permettre de reprendre la métaphore, les cathédrales ont été construites avec une foi qui portait à construire vers le ciel des édifices qui étaient dédiés ou tendus vers la divinité, disons. Or, la métaphore de la cathédrale, elle suppose aussi de votre part, dans le domaine de la physique des particules, une sorte de foi. Il y a une sorte de but à atteindre. Est-ce que ce but vous paraît aussi fort, aussi justifié qu'auparavant, sachant que au tout début du XXe siècle, quand les physiciens sont intéressés à la structure microscopique de la matière, ils avaient l'idée de tout comprendre. Or, on voit bien que la physique des particules, elle reste cantonnée dans son champ, elle se couple à l'astrophysique, mais elle n'a pas de retombée sur la physique à une échelle plus grande. Comme si la quête de l'élémentaire n'avait pas vraiment de retombée théorique, ni même pratique, sur la compréhension de la matière à une échelle plus ordinaire, disons. Non, je pense que ça c'est C'est une assez question vache. difficile. C'est assez une question assez sauvage. Ouais. On peut peut-être... Non, je pense que la quête de l'élémentaire, ça reste une quête qui est quasiment inscrite au moins dans la culture de l'Occident, au moins quelque chose que on a avec nous depuis les Grecs. Hein. Maintenant, est-ce qu'avec la mondialisation, il y a d'autres quêtes qui deviennent importantes, qui viennent peut-être des idées issues d'autres cultures? Nul ne peut le prédire, je crois. Mais je pense que ce qui est important, c'est quand même que la curiosité de l'esprit humain reste éveillée, que de vouloir comprendre ce qui nous entoure reste éveillé. Si c'est dans la lignée de concepts avec, disons, de se réduire à un concept ultime, ou si c'est plutôt par un autre concept qu'on n'imagine peut-être pas encore aujourd'hui et qui va plus dans la multitude des choses, je ne pourrais pas le prédire. Et je pense que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est plutôt comment l'humain se place vis-à-vis de la connaissance. Et tant que l'humain a envie de connaître ce qui l'entoure, je pense que la science va continuer, la science fondamentale va continuer sous une forme ou une autre. Et ce n'est pas parce que peut-être on construira plus de grands accélérateurs que la discipline de la physique des particules va s'arrêter. Parce que les physiciens de particules se placent justement dans la compréhension des lois de l'univers, et ça c'est une quête, je pense, qui est une quête culturelle, qui s'inscrit dans le temps. Chaque époque se donne les réponses de son époque, et c'est ça qui fait la culture humaine aussi, c'est de se donner les moyens pour qu'une époque peut donner la réponse de son temps. Mais Sinon, on va dans l'obscurité, sinon on va... vous avez dit une chose importante, vous avez relié la physique des particules à la tradition culturelle de l'Occident, en commençant par les Grecs.
Et effectivement, on a l'impression que cette quête de l'élémentaire, elle commence avec quelques philosophes présocratiques, 5 siècles avant Jésus-Christ, et qu'elle se prolonge avec des moyens différents, avec des concepts différents, des instruments différents jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui associe cette quête-là à l'Europe, à l'origine de l'Europe en tout cas. Vous qui avez travaillé en Europe mais aussi aux États-Unis, est-ce que vous avez l'impression qu'on fait la physique de la même façon aux États-Unis qu'en Europe? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui en Europe nous distingue de ce que la mondialisation a produit comme activité de recherche dans le monde entier? Pour la différence entre la physique, comme je l'ai pu apercevoir, la manière de faire de la science aux États-Unis comparée à l'Europe, je dirais ça ne se distingue pas vraiment par les concepts. On est quand même issus du même rayonnement culturel en quelque sorte. Les pensées qui dominent la science aux États-Unis, c'est les mêmes qu'en Europe. La manière de faire est différente. Certainement, les Américains, ils ont un pragmatisme très différent de la manière de travailler des Européens. Les systèmes de recherche sont différents aussi, qui ont aussi des conséquences pratiques sur la manière comment les gens travaillent, comment ils peuvent s'investir dans un travail, comment ils s'investissent aussi pour montrer leur travail à l'extérieur, qui est bien distinct entre l'Europe et les États-Unis. Mais je crois au-delà de ça, ce qui va être plus intéressant, c'est plutôt comment cette relation va être avec les pays de l'Asie. Actuellement, il y a une montée de la physique des particules qu'on a observé déjà depuis 20 ans, 30 ans au Japon. D'ailleurs, les prix Nobel de cette année, qui sont japonais ou d'origine japonaise, montrent bien l'implication du Japon dans cette discipline. Mais il y a aussi un intérêt nouveau pour la physique des particules en Chine, où certainement l'idée de défi technologique et de pouvoir participer à cette quête qui demande quand même un savoir-faire immense et qui est prestigieuse, est une grande motivation pour le pays. Mais peut-être justement c'est la Chine ou l'Inde, qui est également active dans le domaine, vont aussi amener d'autres concepts, d'autres idées auxquelles on ne pense pas forcément aujourd'hui. Parce qu'on pourrait dire que cette physique-là est née en Europe quasi intégralement. Je veux dire, la physique quantique qui sert de cadre théorique pour le modèle standard dont vous avez parlé, elle est née dans les années 1920-30, exclusivement en Europe, pratiquement. Et puis, avec la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de physiciens ont quitté l'Europe, sont allés aux États-Unis. Et c'est là que les États-Unis ont pris la relève et ont même inventé cette big science d'une certaine façon. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque le LHC a été démarré le 10 septembre 2008, Newsweek avait fait sa une avec cette information. Et le LHC était qualifié de Biggest Experiment in the World. Et entre parenthèses, sous ce titre, il y avait And it is European. Et dans l'éditorial, le journaliste admettait que l'Europe avait repris sa suprématie historique dans le domaine de la physique des particules. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va s'installer, ou est-ce qu'il y aurait à nouveau possibilité que d'autres pays, vous avez parlé de l'Inde ou de la Chine, pourraient continuer et promouvoir l'avenir de cette discipline? Je pense qu'il y aura certainement des impulses qui viendront des pays asiatiques qui vont être forts. Mais pour revenir à la une de Newsweek, personnellement, je trouve ça très, très triste et très dommage que finalement on doit afficher les LHC comme une machine européenne. Certainement, elle est construite en Europe, mais les contributions viennent quand même du monde entier. Maintenant, d'un autre côté, je comprends aussi qu'on parle de machine européenne parce que la structure du CERN est profondément une structure européenne et qui reflète en quelque sorte le meilleur qu'on peut avoir quand les pays européens essaient de collaborer. Et le CERN a su se donner un cadre où il y a chaque pays qui contribue et qui contribue dans l'intérêt commun. Et je crois que ça, c'est très unique et c'est certainement quelque chose d'important qui vient de l'histoire, après la Deuxième Guerre, de l'Europe et qui se distingue des États-Unis, où on est resté beaucoup plus dans une compétition entre les États-Unis et le reste du monde
on doit être les plus forts, sinon on n'est pas suffisamment valorisé, et qui a joué beaucoup de détours à la discipline aux États-Unis, puisque nos machines ne sont pas concevables par un seul pays, ils sont bien au-delà de ce qu'un seul pays pourrait payer pour faire ce type de recherche. Et d'ailleurs, un projet encore plus ambitieux que le LHC a été arrêté aux États-Unis dans les années 90, puisque il ne pouvait pas être porté par seuls les États-Unis, et les États-Unis n'ont pas su créer une collaboration internationale où les autres pays auront trouvé leur place pour faire construire cette machine. Et comment est-ce que vous justifiez auprès de gens qui ne sont pas spécialement intéressés par la physique que de tels engagements, de tels budgets soient consacrés à la poursuite de résultats dont l'explication est compliquée, dont la compréhension est difficile? Vous nous avez dit beaucoup de choses, mais vis-à-vis du grand public qui n'a pas accès à ces connaissances, en tout cas pas directement, quel genre d'explication ou de justification leur proposez-vous? Je pense qu'une société qui ne s'intéresse plus à des questions fondamentales, c'est une société qui va, en quelque sorte, mourir intellectuellement. Et je crois que lorsqu'on vit dans une culture qui se veut démocratique, qui se veut moderne, qui se veut tourner vers des idées peut-être inspirées des Lumières, il faut qu'on puisse se permettre de continuer une quête de la connaissance et de la connaissance la plus fondamentale, la plus abstraite. Bien sûr, la physique des particules coûte de l'argent, mais je pense que nos sociétés ont quelque part une obligation presque morale d'investir aussi bien dans des recherches au niveau culturel que dans des recherches au niveau scientifique. C'est respecter le profond de l'homme et la dignité de l'homme, pour moi. Si on abandonne ça, à quoi on va se retourner? On va se retourner vers des simples applications. Et ce n'est pas simplement en cherchant des applications qu'on va pouvoir découvrir même des principes nouveaux qui pourraient amener un progrès aussi, au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui. On a peut-être perdu la foi dans le progrès comme on l'a connu dans les années 60 ou 50-60, quoi. Mais je pense que c'est important quand même de ne pas l'oublier, quoi. Même si on a perdu la foi, le progrès continue. Et quelque chose qui n'avance pas recule. Alors, une autre question me brûle les lèvres en vous écoutant, c'est que on a vu beaucoup d'images des appareillages, mais quand on regarde la théorie, celle du modèle standard, ou même pire, les théories qui vont au-delà du modèle standard, on voit que ce sont des mathématiques très abstraites, très difficiles d'accès finalement, et que ces mathématiques en physique, d'une part, permettent de dévoiler la matière, on la comprend grâce à ces mathématiques, et en même temps, c'est un obscurcissement, puisque le langage utilisé n'est pas le langage ordinaire. Et donc, il y a tout un problème de transmission, de traduction du savoir scientifique vers la langue commune pour que chacun puisse, non pas se l'approprier, mais au moins comprendre quels sont les enjeux des recherches que vous menez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous soucie? Et est-ce que vous voyez une façon d'améliorer, disons, l'adhésion du public à cette démarche? Une adhésion qui ne serait pas simplement on est pour que ça continue, mais non seulement on est pour, mais en plus on comprend à quoi ça va mener. On n'attend pas des retombées pratiques. On sait quel genre de questions se posent les gens qui construisent ces machines. En fait, c'est une question sur la vulgarisation. Bien sûr, on voudrait bien trouver une manière de parler avec un public au plus large possible, justement parce qu'il est important que la démocratisation du savoir continue. Mais bon, est-ce que le public veut nous écouter? Ça, c'est tout à fait une autre question. Parce que je pense n'importe qui voudrait s'intéresser à la physique de particules trouve, soit sur Internet, soit dans le rayon de la FNAC, suffisamment de maîtres de bouquins pour trouver quelque chose qui lui avancera dans ses connaissances.
la question, c'est plutôt est-ce qu'on peut améliorer éventuellement le langage pour retrouver l'intérêt du grand public? Je crois, pour moi, un point essentiel, c'est de revenir à certaines manières d'enseigner dans les écoles. Je pense que, justement, lorsque, au niveau de l'enseignement déjà, on met toute la science uniquement dans un langage mathématique et on ne permet pas une réflexion sur la science en termes d'image mentale, en termes de aussi expérience sensorielle en quelque sorte, c'est qu'on perd l'intérêt de l'humain et qu'on réduit l'humain uniquement à l'abstraction mathématique. Et ça laisse un accès à la science très étroite à un certain nombre de personnes qui ont une facilité dans ce monde d'abstraction mathématique, mais qui exclut tout le reste. Et ça, c'est un grand dommage. Peut-être ça, c'est un point où les pays anglo-saxons et les États-Unis sont un peu plus avancés, bien qu'ils ont des grands problèmes d'éducation et aussi un délaissement énorme des sciences par les générations qui sont actuellement dans les universités. Mais souvent, on trouve quand même une plus grande joie ou une plus grande facilité de toucher la science avec les mains. Et je crois que c'est ça qui est important pour qu'un public plus large puisse s'intéresser à la science. Je trouve ça très dommageable que, par exemple, souvent dans les écoles ou encore pire à l'université, on a des gens qui écrivent des équations au tableau, mais on ne fait aucune expérience avec les mains pour que les enfants et les étudiants comprennent ce qu'ils font et un accès avec leur propre réflexion sur ce qu'ils observent, plutôt que de se faire gaver par des équations qu'ils doivent recracher lors d'un examen. Vous-même, vous avez réalisé un film, je crois, qui s'appelle Collision, qui montre comment vivent les techniciens, les ingénieurs, les physiciens qui travaillent sur ces grands projets. C'est une commande qu'on vous a faite ou c'est vous qui avez ressenti le besoin de montrer, au-delà des photographies célèbres qu'on peut voir un peu partout, comment ça se passe la vie d'un physicien? Non, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, pour donner un témoignage de ce moment quand même extraordinaire qui est la fin de la réalisation des expériences et du LHC, qui sont effectivement les instruments scientifiques les plus grands qu'on a jamais connus. Et j'ai trouvé ça très dommage de ne pas voir un projet, notamment en France, qui essayait de garder trace aussi de ce travail que font les physiciens, des idées qui les inspiraient pour se lancer là-dedans, et de ce moment unique, en fait, qu'ils vivent aussi dans leur histoire personnelle. Moment unique, c'est-à-dire quand tout marche et que les premières collisions attendues depuis 20 ans se produisent réellement. Tout à fait, c'était ça, d'où le titre du film. Et bien qu'on n'ait pas encore vu les premières collisions, ce que le film peut, j'espère, transmettre, c'est ces moments d'attente dans lesquels les physiciens sont actuellement et la tension peut-être qui règne avant qu'ils peuvent vraiment voir comment tous ces appareils marchent. Alors j'ai une autre question à vous poser qui est peut-être plus personnelle et peut-être indiscrète, mais j'ai un peu trempé dans ces milieux-là et c'est un monde très masculin, c'est-à-dire la proportion de femmes en physique des particules, aussi bien du côté des détecteurs que de la théorie, que de la machine, est très faible. Est-ce que vous notez ça tous les jours ou c'est simplement... est-ce que vous sentez une différence dans la façon de travailler, dans le regard des uns et des autres? Ou est-ce que vous êtes des physiciens asexués, mus par un idéal commun qui transcende le corps? C'est certainement, l'image du physicien asexué, c'est certainement quelque chose auquel on croit lorsqu'on a 20 ans et qu'on se lance dans des études de physique. Il y a suffisamment de discours qui disent il faut plus de femmes dans la science, il faut... pourquoi on gâchit la moitié du potentiel intellectuel de l'humanité, et ainsi de suite. Ensuite, au cours qu'on avance dans la vie professionnelle, ce n'est peut-être pas si simple que ça. Et actuellement, je me pose beaucoup de questions justement sur
le rôle des femmes dans la science et les différences qu'il y a peut-être aussi entre hommes et femmes. Et je n'arrive pas à trancher la question. C'est à vous poser la question de savoir si il y a peu de femmes parce que c'est une discipline qui, pour des raisons diverses, les intéresserait moins que d'autres. On voit beaucoup de femmes en biologie, par exemple. Mhm. Et donc, c'est pas la science qui, par principe, créerait cette sélection. Est-ce qu'il n'y a pas dans la physique des particules une façon de travailler, une façon de penser qui serait plus masculine que dans d'autres branches de la science? Ou est-ce que c'est simplement parce que les conditions de travail, on travaille la nuit, on travaille en horaire décalé, on travaille dans des endroits pas toujours très, très confortables, on a des vies plutôt désorganisées, on voyage beaucoup, etc. Est-ce que c'est simplement de ces considérations qui pèsent plus lourd quand on est une femme que quand on est un homme, compte tenu de la structure familiale en Europe, qui serait la bonne explication? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Je crois qu'il y a différents aspects, quoi. Il y a certainement un accès qui culturellement est plus simple pour les femmes à quelque chose comme la biologie qui est, disons, plus proche de la vie, plus proche d'un idéal féminin. Et ça, c'est certainement dans nos têtes et ça va certainement encore rester dans nos têtes pendant pas mal d'années. J'ai des grosses doutes sur les différences intellectuelles entre hommes et femmes. Je sais qu'il y a il y a certaines études qui montrent qu'il y a des différences légères entre les QI, des hommes très brillants, des femmes, etc. Entre l'écart type et la valeur moyenne qui serait semblable. Je crois qu'il y a surtout aussi à ne pas négliger l'aspect historique. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 générations, 3 générations que les femmes ont accès à la science expérimentale. Avant, c'était quasiment inconnu. C'est avec Marie Curie qu'on a commencé vraiment à maniper, qu'on a accès à tout genre d'études à l'université. Et j'ai discuté avec une physicienne qui a fait sa thèse en 1947. C'était une année après que les femmes ont eu le droit de vote en France. Donc le chemin parcouru, en fait, dans un temps relativement court, hein, est énorme. À l'époque, des Américaines se battaient pour un quota de 1% de femmes en chimie. Aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est nettement plus que ça. On vise quand même une égalité, même si elle est illusoire. Hein. Donc, quelque part, il y a une question d'histoire, une question de la société. Maintenant, quel est le désir vraiment des femmes de vouloir s'investir dans un métier qui demande un engagement peu compatible quand même avec une vie familiale, bien qu'il y en a des exemples des femmes qui arrivent et qui arrivent très bien. C'est certainement une bonne question à poser. Et aussi, on dit aux femmes, bah, venez, on a besoin de vous en sciences, et finalement, elles se retrouvent quand même dans des situations concurrentielles avec leurs collègues, qui, je pense, vont être encore accentuées si la politique actuelle de recherche se poursuit. Actuellement, on retarde l'embauche sur des postes permanents de plus en plus, hein, ce qui veut dire que pour des femmes qui souhaitent avoir des enfants, ça va être de plus en plus difficile d'accéder à un poste permanent avant qu'elles aient des enfants. Et donc, clairement, elles se trouvent dans des situations assez difficiles en comparaison avec les collègues masculins qui, néanmoins dans la structure familiale européenne, participent moins à des tâches du foyer que les femmes. Alors, il y a un autre sujet qui peut-être vous préoccupe, c'est qu'on observe dans tous les pays développés un phénomène qui a l'air d'être universel, qu'on appelle la désaffection des étudiants pour les études scientifiques. C'est-à-dire le nombre d'inscrits dans les sciences dures, mathématiques, physiques, décroît partout de la même façon, comme si on avait affaire là à un phénomène qui n'est pas lié à telle situation nationale particulière, salaire des chercheurs, prestige des métiers de la recherche, budget de la recherche, etc., mais quelque chose de plus profond, comme s'il y avait une fatigue que ressentaient les jeunes à l'égard du savoir scientifique, qui leur paraît énorme, difficile d'accès, incompréhensible. Est-ce que c'est des choses que vous remarquez dans votre discipline? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est simplement un petit passage transitoire? Ou est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond qui risque à terme de faire que de moins en moins de gens postuleront pour exercer ces métiers?
C'est une question qui est également assez difficile à répondre parce que, à nouveau, je crois qu'il y a différents aspects à cela. Il y a d'une part le changement de la société où une impression que j'ai eue, c'est de vivre heureux, facile, avec de l'argent qu'on gagne plus ou moins facile, est devenu une valeur au-dessus de toute autre valeur qui anime la société. Au moins, c'est une valeur qui est beaucoup véhiculée dans les médias. Donc, est-ce qu'il y a encore suffisamment d'exemples pour les jeunes qui rendent les sciences attirantes? C'est certainement pas quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de magazines, dans les cultures à l'Ouest. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas dans des pays comme la Chine, par exemple, où la connaissance est quand même encore un accès à une vie meilleure également. Je crois que pendant longtemps, la science a aussi véhiculé comme presque un ascenseur social. Hein. Ça a permis aussi à des gens de changer de milieu social. Et peut-être ça, c'est aussi un ascenseur qui est très perturbé aujourd'hui et qui fait qu'il y a peu de jeunes qui ont envie de s'intéresser à la science. Je trouve aussi que, par exemple, en médecine, on observe également qu'il y a plus en plus de gens ou plus en plus de futurs médecins qui ne veulent pas devenir généralistes, mais qui préfèrent devenir dermatologues ou chirurgiens esthétiques, hein, juste parce que c'est des métiers plus compatibles avec une vie régulière, disons. Donc, est-ce qu'il faut que la science change peut-être aussi de sa manière de travailler? Est-ce que la science doit aussi offrir un cadre de travail qui n'exige pas un investissement 24 heures sur 24, comme c'est des fois dans l'imaginaire sociétal? C'est une autre question qui peut être posée. La question actuelle, c'est aussi avec la crise qu'on voit dans le monde de la finance, est-ce que la science a peut-être à nouveau des valeurs à apporter à la société qui peuvent intéresser les jeunes et qui peuvent les faire fédérer? Il y a beaucoup de vocations comme Lederman qui ont eu lieu aussi après la crise des années 30 aux États-Unis. Donc vous attendez le salut de la crise. Non, mais c'est sans doute ça une bonne sera idée. l'aspect le plus positif qu'il pourrait avoir. On sait bien que dans les écoles d'ingénieurs françaises, à peu près un tiers des étudiants, jusqu'à récemment, partaient directement dans la finance, l'assurance ou la banque. Et peut-être qu'à partir de maintenant, ils vont envisager d'autres voies professionnelles. Ils vont se poser la question de savoir ce qu'ils veulent, plutôt que de prendre les postes très, très bien payés qu'on leur a offerts dans ces domaines-là dans les années précédentes. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, de façon plus profonde, il y a une baisse de ce qu'on pourrait appeler la libido sciendi, c'est-à-dire le désir de comprendre, avec l'idée que c'est trop compliqué, d'une part, on en a parlé, mais aussi que finalement les connaissances scientifiques ou la science en général ne répond qu'aux questions scientifiques, qui sont des questions fondamentales évidemment, mais qui en réalité intéressent peu de gens. Par exemple, on a parlé de l'antimatière et de la matière. Pourquoi est-ce que l'antimatière a disparu? C'est une question très profonde, très importante, qui a même une portée qui va au-delà de la physique, parce que c'est presque une question philosophique. Comment la symétrie et la dissymétrie s'organisent dans l'univers? Pourquoi est-ce que l'univers n'est pas aussi symétrique que les équations le disent? Il y a des choses très importantes à comprendre là. Mais en fait, il se trouve que ça intéresse peu de gens. Et même l'âge de l'univers et même beaucoup de choses qu'on a dites sur l'origine de la masse, les gens disent, mais ouais, les particules ont une masse, so what? Mais c'était jamais, je pense que c'était rarement très différent dans l'histoire de l'humanité. Peut-être je me trompe, mais peut-être qu'on n'a pas su montrer à quel point ces questions se rattachent à notre intellect, à toute une histoire de la pensée, et qu'elles peuvent apporter là des résultats qui sont très importants.
peut-être que la physique s'est trop confinée en elle-même, comme si elle n'était faite que pour les physiciens. Peut-être, je ne sais pas, mais en même temps, le temps de Galilée, je ne suis pas sûre qu'il y en a eu beaucoup de gens. Ah si, 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 Galilée l'a écrit en italien, pour justement être lu par tout le monde, il a rompu avec le latin. Mais combien de gens savaient lire à l'époque? Ben, Il était peut-être certainement plus lu par l'élite qu'il y avait à l'époque. On voit aujourd'hui, je pense plutôt que oui, dans les milieux qui sont dirigeantes ou autres, mm, il y a un désintérêt à la science. Mais ou certainement aussi, c'est devenu moins à la mode de parler de science dans une soirée mondaine que ça l'était au XIXe siècle. prenez l'exemple du LHC, au moment de son démarrage, la rumeur a couru que ces collisions de protons allaient créer des mini-trous noirs qui allaient absorber la planète Terre. Et Et du coup, c'est tout le monde ça s'est intéressé au qui a LHC. fait intéresser les gens. Ouais. Or, ces mêmes gens qui se sont intéressés aux trous noirs, si vous leur posez la question élémentaire sur la structure de la matière, est-ce que le noyau est plus grand que l'atome, est-ce qu'il y a des électrons dans les atomes ou pas, vont pas tous répondre correctement. Et donc, il y a une sorte de fascination presque aveugle pour la science, pour ses dangers, pour ses potentialités aussi, qui est compatible avec un désintérêt profond pour ce qu'elle dit vraiment. Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est une sorte de poison qui vient miner l'entreprise scientifique? Moi, je dirais plutôt que dans la société actuelle, il y a quand même pour une grande majorité de gens peu de dangers. Alors, on adore de se faire peur, on adore les films de science-fiction où la Terre disparaît, et à l'idée que cette machine pourrait enfin réaliser un film sur lequel on a fantasmé déjà 3 fois au cinéma, c'est effectivement quelque chose qui intrigue les gens. Maintenant, je trouve justement le démarrage du LHC a certainement profité par la couverture médiatique de ce phénomène de attraction vers l'apocalypse. Mais en même temps, j'étais très étonnée quand même de voir aussi une réponse d'une grande fraction du public qui allait bien au-delà, qui était en quelque sorte aussi fier qu'on puisse accomplir une machine d'une telle complexité avec des buts en quelque sorte nobles d'agrandir les connaissances et que ces valeurs-là existent encore et perdurent dans un moment où des fois on a l'impression d'être entouré par des requins dans un aquarium. Donc vous pensez que peut-être le LHC finalement c'est une occasion rêvée de reconstruire une sorte de contact entre la recherche et le public, puisque il est à peu près certain que des découvertes vont être faites, certaines prévues, d'autres peut-être pas prévues, il y aura sans doute des surprises, et que si on arrive à bien en parler, peut-être que on va raccrocher les wagons, si vous me permettez l'expression. Je pense que c'est certainement pas un rendez-vous à manquer. Et je crois que ça sera illusoire de vouloir prédire si ça marchera ou si ce sera aussi après le moment magique du démarrage ou des premières collisions, le désintérêt va revenir, quoi. Mais je pense que c'est des occasions à ne pas manquer et je suis assez contente en fait que la communauté ait profité du moment du démarrage des LHC pour justement lancer peut-être pas des messages, mais dire quand même au grand public ce qui est en train de se passer. Et peut-être arrivera cette communauté à instaurer un dialogue, mais ce n'est pas son métier premier. Et les physiciens ne sont pas forcément des gens qui sont des très bons communicateurs. Donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui sont justement à l'interface entre ceux qui travaillent sur les expériences et le grand public pour faire cette médiation qui n'est pas très facile. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne valorise pas assez dans le contexte de la recherche actuelle. Et alors, les grands rendez-vous pour les semaines, plutôt les mois et les années qui viennent avec le LHC, c'est quand à votre avis? Quand est-ce qu'on va faire la première annonce, soit de la découverte du boson de Higgs, soit d'autres choses, matière noire ou autre?
Sachant que ce pas des particules qu'on reconnaît comme sa voisine de palier. Il y a tout un travail d'analyse. D'abord, c'est plusieurs événements qu'il faut enregistrer. Il faut conforter le fait que c'est un bon signal et pas du bruit. Donc tout ça réclame beaucoup de temps d'analyse. Et donc vous voyez les premières annonces pour quand? Oh, moi, je dirais typiquement 2-3 ans après les premières collisions. Donc 2011. 2011, 2012. Et donc on vous verra au journal de 20 heures en 2011. Ce sera probablement pas moi, mais j'espère que vous verrez quelqu'un. En tout cas, merci beaucoup pour ces discussions. Et on espère que les résultats du LHC seront à la hauteur de vos espérances. Merci Ursula Bassler. Merci.